Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne pour suivre cette émission Presse Club. Je vous retrouve après un temps où nous avons pu prendre l'envol pour nous occuper aussi de beaucoup de choses en faveur de la République démocratique du Congo, parce que nous étions dans la suite du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et Boakalokola Mongalibana, qui était en Belgique pour signer des protocoles d'accord avec le vice-premier ministre belge de la fonction publique dans le cadre de la formation continue des fonctionnaires de l'État, mais aussi les stages que les Congolais devront bénéficier en Europe, plus précisément dans l'administration belge, qui est parmi les administrations qui ont permis le fonctionnement de l'État pendant qu'il n'y avait pas un gouvernement en place durant plus ou moins une année. Et aussi la clôture de la session des formations des élèves de l'ENA qui étaient en Europe. Ils sont tous rentrés. Pour servir la République démocratique du Congo. Et là, nous sommes là pour servir notre pays avec mes collègues journalistes qui sont là aujourd'hui, une fois de plus, pour analyser froidement l'actualité avec beaucoup de pertinence. Et je m'en vais saluer ceux qui sont déjà là, parce que les autres sont en cours de route. Avec le match des Léopards, les embouteillages monstres à Kinshasa aujourd'hui. Allez, alors, lui, c'est Fierté Dinanga. Fierté Dinanga, qui porte un nom avec beaucoup de significations. Hein. Fierté Dinanga, fierté c'est en français. Hein. Dinanga, c'est l'amour en Tchoulouba. Ouais. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Fierté Dinanga qui vient d'être nommé porte-parole de la semaine Vision Fachi. Oh là là, merci beaucoup de cette révélation. Je les prends à bras le corps, hein, cette nomination. Mais nous avons vu les documents sur clé dans les réseaux sociaux. C'est fake news ou quoi? Non, bien évidemment, j'ai la langue pour confirmer cela. Je crois que j'ai été notifié par le coordonnateur de la plateforme, qui est une plateforme mère de l'UDPS. Donc, Monsieur Joko Beya, qui préside cette plateforme, qui nous a notifié pour que nous puissions assurer le rôle du porte-parole. Je crois qu'il faut spécifier que cette plateforme tire sa source dans la Ligue des jeunes de l'UDPS, dans laquelle Monsieur Joko Beya a eu à plusieurs moments à assumer la présidence ou la cogestion de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Et aujourd'hui, nous y sommes en tant que porte-parole. Nous disons merci pour la considération et nous nous engageons pour faire bien. Eh bien, monsieur, félicitations, monsieur. Monsieur le porte-parole. Merci. Comme qui dirait les Lambert Mendé de Vision Fachi. Merci beaucoup, modestement, ça me va droit au cœur. Eh bien, lui, c'est Joseph Kamanga Wakamanga, que nous recevons pour la toute première fois sur ce plateau. J'aime bien l'appeler Kamanga Wakamanga Moutonga. Joseph Kamanga, bienvenue. Merci beaucoup, cher Kispen Chiwasso. Joseph Kamanga, journaliste indépendant, mais de plus en plus très présent sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Hein. C'est la modernisation. C'est la modernisation, les nouvelles technologies qui s'imposent sur nous. Nous n'avons pas de choix et nous faisons avec. Un peu trop critique, des fois. Pas critique, mais objectif. Objectif. Est-ce que je serais peut-être sur ce plateau dire au chef de l'État ce qui marche et ce qui ne marche pas? Sur les réseaux sociaux, les gens me le reprochent, par exemple, lorsque j'ai fait allusion à son service de communication.
de la présidence. J'ai vu. Et puis les gens croient que... Mais forcément, C'était quoi ces tweets? c'est justement une communication présidentielle qui n'est pas à la hauteur. À court de stratégie, qui n'accompagne pas les chefs dans les actions, que nous-mêmes nous découvrons. Qu'est-ce que vous auriez voulu que ces services de communiquer fassent? On ne peut pas... Pensez qu'il y a il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais la communication ne suit pas vraiment. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Ah bon? Ouais. Soit c'est de l'amateurisme. On ne peut pas dire à quelqu'un qui connaît ce qu'il doit faire, on l'apprend, non. Le chef de l'État a des réalisations qu'il a faites aujourd'hui, qui malheureusement, la communication présidentielle ne suit pas. Et ce n'est pas à nous d'apprendre à cette communication présidentielle les stratégies qu'il faille monter pour accompagner le chef. Je crois qu'ils sont payés pour ça. Joseph Kamanga. Ce n'est pas Kamanga Moutonde, mais c'est Joseph Kamanga. Merci, cher Crispin. Gardi Diane, c'est l'habitué de cette émission. Gardi, bienvenue. Merci beaucoup, Crispin. Content de retrouver ces plateaux après un petit moment de trêve. Ouais. Maintenant que vous êtes là, je crois que c'est toujours bien de pouvoir évoquer les questions de la République et content de retrouver la plupart des confrères Joseph Kamanga que j'ai pu retrouver depuis beaucoup trop d'années, parce que les gens ne le savent pas, moi et lui, on s'est rencontrés à la RTVS 1, on a travaillé ensemble. Moi, je l'ai retrouvé à la RTVS 1. Ce sont les anciens de RTVS 1, avant que moi je ne quitte pour aller à Télé 50. Donc, les anciens des anciens de RTVS 1, anciens Télé 50. Et à Fierté d'Inanga. Et à Fierté d'Inanga qui aujourd'hui ne peut plus se prévaloir de son statut de journaliste. Peut-être qu'il est devenu porte-parole d'une association politique, monsieur le politique. Mais de toutes les façons, ce plateau, ce n'est pas seulement pour les journalistes. Hein. On peut aussi recevoir les politiques. Que les gens le sachent pour que quand on fait ces analyses, qu'on lui en tienne par rigueur. C'est un politique qui vient faire de la communication, mais objectivement aussi. Voilà. Merci beaucoup, Gardi Diane, toujours très pointu dans ses analyses, très apprécié par la population, par l'opinion, ceux qui suivent cette émission, presque claire. Mesdames et messieurs, nous allons prendre cet élément. Le chef de l'État a annoncé ouvertement la gratuité de la maternité en République démocratique du Congo. Après la gratuité de l'enseignement, c'est la gratuité de la maternité. Eh bien, cette information a été portée sur la place publique avec beaucoup de réactions positives et négatives. Oui. Allez, on suit d'abord le chef de l'État, on revient. Ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes enceintes, les accouchés et nouveau-nés recevront des soins de santé de qualité gratuitement, sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle, et cela sur financement propre du gouvernement. Le choix de Kinshasa a été fait du fait que nous avons conscience que Kinshasa est une ville densément peuplée dont le taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé tire le pays vers le bas. Nous nous engageons à éviter la surcharge des établissements de soins et de santé de la ville-province de Kinshasa en étendant progressivement ce programme aux provinces voisines, notamment le Grand Bandundu et le Congo central, dans les prochains 2 mois. Grâce au financement de la Banque mondiale, nous prévoyons aussi d'élargir cette couverture de soins de qualité aux provinces du Kwilu, du Kasaï central et du Sud Kivu, ainsi qu'à 8 autres provinces du pays d'ici la fin de cette année. Cela permettra de couvrir 13 provinces sur les 26 que compte notre pays. Et en 2024, la mise à l'échelle nationale sera Kinshasa, ville-province, capitale de la République démocratique du Congo, eh bien, va bénéficier d'abord de la gratuité de la maternité. Les Quinois vont se frotter les mains. Eh bien, la maternité gratuite. Joseph Kamanga, réaction? Oui. On se frotte les mains, c'est avantageux, c'est bien pour l'opinion publique.
Je ferai ici une lecture très objective. Hein. Je trouve dans le chef, permettez la tautologie, du chef de l'État, cette volonté du changement positif, parce qu'il y a aussi un changement négatif. Après la gratuité de l'enseignement, nous voici maintenant à cette gratuité de maternité et les soins de nouveau-nés. Bravo Félix Tshisekedi. Mais moi ici, je suis buté à un problème de la mentalité congolaise. Et ici, je reviens parce que Quoi? Kinshasa, c'est... Que voulez-vous insinuer par là? La mentalité congolaise, c'est surtout quinoise. Et quinoise, ça parce risque que... de pousser à... Non, je suis ici parce que je dis quinoise parce que le chef de l'État a pris Kinshasa et deux autres provinces comme ville-pilote. Connaissant nos mentalités, ça va pousser les jeunes à mettre au monde. Je prends de deux bords. Ça veut dire côté médical et côté population. Côté médical d'abord, je commence. Parce que par là, on peut prendre cette bonne mesure qui est salvatrice pour certaines personnes. Hein. Bon, vous voyez, nous avons déjà des enfants, des jumeaux y compris. Parce qu'on n'a pas encore besoin de cette gratuité de la maternité. Mais pour ceux-là qui peuvent se frotter les mains, il faudra aussi prendre... Je pense que Gradis, Diane peut se frotter le main, lui. Bon, je ne sais pas le nombre qu'il veut. Je sais pas le nombre qu'il veut atteindre dans la vie. S'il faudra encore rajouter, j'en ai que deux. Un dernier, puis c'est fini. Ça sera gratuit. Hein? Ça ne sera pas le cas pour moi. Et nous, nous en avons 5, y compris les jumeaux. Voilà un peu. Bon, vous êtes déjà au-delà de... Donc, pour nous, la gratuité de la maternité ne vous concerne peut-être pas. Mais on a quand même un mot... On a quand même droit au chapitre en termes de vouloir conseiller les uns les autres. Oui. Ça veut dire que ça dépendra de la prise de conscience de la population elle-même. Comprendre les conditions socio-professionnelles, les conditions de vie dans lesquelles cette population vit. Moi, je me suis demandé, est-ce que le chef de l'État, est-ce que ça aura été une priorité que de penser à ça? Certaines langues diraient oui. Au nom de la démocratie, je céderai. Bon, peut-être que dans... Mais bien avant ceci, quel a été le constat de la maternité, de l'accouchement? Je serais tenté de dire que le constat a été catastrophique parce que vous conviendrez avec moi que chaque jour on met au monde à Kinshasa. Dans les conditions précaires où nous nous trouvons d'abord à cette étape. Mais si l'objectif est ici de réduire le taux de mortalité, mais encore là il y a un problème. Est-ce que c'est les frais qui sont liés à ce taux élevé de mortalité ou c'est la qualité des soins? C'est la qualité des soins, voilà. Et là, tout de suite, je réponds, c'est la qualité qui fait défaut. Ça veut dire qu'il y a la qualité qui est liée aux conditions socio-professionnelles. J'ai dit ici que j'allais parler de deux bords. En commençant par le corps médical et aussi son parent. Et aussi vivre les mêmes conditions de précarité que la population. Ça veut dire une infirmière, une aide accoucheuse qui se trouve devant un cas pareil. Lorsqu'il n'y a pas de sous sur place, c'est difficile qu'elle puisse même s'intéresser. Elle n'est pas motivée. Elle n'est pas motivée. Autant que nous le vivons, parce que nous parlons de la qualité, autant que nous le vivons même lorsque vous êtes malade, vous amenez dans un hôpital, lorsque vous n'avez pas de soins, vous n'avez pas de droit. Donc, vous n'avez pas l'argent, si je résume votre pensée, alors, ma pensée c'est bien, mais il faut améliorer les conditions, de travail. Il faut prendre les mesures d'encadrement. C'est quoi les mesures d'encadrement? Les mesures d'encadrement, c'est qu'il faut veiller d'abord que les hôpitaux qui ont été répertoriés dans le cadre de cette gratuité de la maternité respectent effectivement cette gratuité. Parce que nous avons fait une parenthèse par rapport à la gratuité de l'enseignement. Mais attention, à cette rentrée, il y a eu même des écoles qui sont allées à l'encontre des mesures prises, notamment les avances ou autres. Mais je vais chuter là. Je vais vous donner la parole. Allez-y. Je vais vous redonner la parole. C'est pour dire que le chef de l'État a cette nouvelle vision-là de faire les choses, mais qui est butée à la mentalité du peuple congolais, qui croit que la gratuité aujourd'hui, c'est aller prendre les enfants, prendre les grossesses, et venir les donner comme on veut. Ce qui sera plus tôt ou tard. Donc ça peut être mal compris et favoriser un peu une sorte de libertinage dans ce domaine. Et les conséquences pourront être néfastes. Voilà, je donne la parole à Fierté Dinanga. Fierté Dinanga, une bonne décision prise par le chef de l'État où ça peut contribuer à la dégradation, à la délinquance juvénile
les jeunes gens peuvent se comporter bizarrement envers les filles d'autrui. Merci beaucoup de la question qui est très pertinente. Il faudrait éclairer la lanterne de ce qui nous suivent par rapport quant à ces. Je crois que la nécessité du besoin dépend de l'intensité de l'effort, dit-on. Avant l'avènement de Félix Tshisekedi à Kinshasa, ou en République démocratique du Congo, excusez-moi, on avait toujours de problèmes d'une forte démographie due à la natalité incontrôlée. Ça, c'est une situation normale ici à Kinshasa. Mais la République démocratique du Congo, en tant que nation, s'est voulu être une nation responsable, indépendante et faire partir des pays qu'on appelle aujourd'hui pays de vieille démocratie. Et pour ce faire, il faut une volonté, mais vraiment volontariste politique. L'arrivée du Félix Tshisekedi, nous avons vu qu'il a voulu que le Congo soit sur le rail et qu'il soit appelé comme pays de vieille démocratie. Bon, écoutez. J'en arrive, oui, monsieur mais le... est-ce que quel est le bien fondé de cette décision? J'en explique. Je vais dire que le bien fondé de cette décision, c'est de pérenniser le bon fonctionnement d'une république responsable. Je vais dire que ce sont des mesures qui sont dans d'autres nations du monde qui, déjà plus de 50 ans, plus de 100 ans, cela est réel. Le Congo devrait aussi emboîter les pas des pays qui se développent par des mesures adéquates. Alors, aujourd'hui... Attendez, allons-y calmement. Gratuité de l'enseignement. Il y a ceux qui ont dit que la gratuité de l'enseignement a nivelé vers le bas, je vais me répéter, la qualité même de l'enseignement donné. Est-ce que la gratuité de la maternité va avoir des conséquences impacter positivement ou négativement sur la qualité des soins de santé? Merci de la question. Laissez-moi le temps de la répondre. D'abord, je m'inscris en faux par le fait que la gratuité de l'enseignement est en berne. Parce que j'ai tant expliqué cette situation. C'est un dispositif de la Constitution qui n'avait jamais été appliqué, mais que le président Félix Tshisekedi a mis en œuvre. Ça s'appelle une réforme. Cette gratuité de l'enseignement marche, mais il y a ce qu'on appelle les effets induits, dont nous avons la succession de la gestion des personnes qui n'ont pas aimé la République. La construction de 1000 écoles par Matata Pogno. Vous savez, lorsqu'on appelle la continuité des affaires de l'État, c'est un concept qui est réel pour les pays de vieille démocratie. Si Matata aurait construit 1000 écoles, à l'avènement de la mise en œuvre de cette disposition de la Constitution, on aurait passé à autre chose. Mais parce que les effets induits de la gratuité sont les constructions des écoles, la remise à niveau des enseignants, la responsabilisation des enseignants, et tout ça rentre dans ce qu'on appelle effets induits. La gratuité marche. Pour des personnes qui ne veulent pas voir le Congo émerger, ils peuvent inventer des mots quant à ça. On les concède parce qu'ils sont dans leur droit constitutionnel de pouvoir dire la ce qu'ils gratuité a favorisé aux enfants congolais de pouvoir aller à l'école, on est d'accord. Bien évidemment. Mais non, je pose des questions en me basant sur le fait. Il y a eu beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves, mais pour tomber des classes. Une classe qui avait 50 élèves pouvait contenir 100, 200. Est-ce que là, comment on peut enseigner dans ces conditions? J'ai dit tout à l'heure que les besoins créent l'organe, dit-on. Il y a 1100 élèves dans une classe qui devait contenir 50 élèves. Du coup, parce qu'il y a une volonté politique, les méthodes à solutionner cette problématique sont toujours mises en place par le gouvernement au travers du leadership de la personne qui dirige ces sous-secteurs, Tony Mwaba, qui ne dort pas tous les jours. Il est au four et au moulin pour pouvoir répondre à cette question. Vous vous basez sur le projet de 145 territoires qui va construire des écoles. Mais bien évidemment, monsieur le journaliste, qu'est-ce que vous voulez? Une nation doit se développer par des projets, par des programmes. C'est lorsqu'on met des programmes, on met des personnes qui peuvent les animer à bon escient et qu'on met une volonté politique qui est manifeste par les chefs de l'État, Antoine Félix Tshisekedi. Nous voyons que ce sont des choses qui marchent, quand même que je l'ai dit, que la vie est une suite de tentatives qui se soldent par des échecs, mais aussi par des réussites. Alors, le chef de l'État, dans son discours, il dit que la gratuité de la maternité va diminuer le taux de la mortalité infantile. Est-ce que ça sera le cas? Ça, c'est une très grande question, et les techniques en même temps. Si le chef de l'État a dit que ça va diminuer le taux de la mortalité, c'est parce que, d'abord en amont,
il y a eu une volonté politique qui s'est mise dans la redynamisation des institutions sanitaires. Aujourd'hui, l'ex-Mama Yemo, vous ne pouvez pas y passer, c'est comme une assiette en porcelaine. Donc ça veut dire qu'à côté de cette redynamisation des structures sanitaires, il y a aussi la remise à niveau de médecins. C'est une volonté purement politique qui se met pour une façon pérenne. Dans la longévité, la nation sera responsable dans toutes ses sphères d'activité. Mais lorsque nous disons, lorsque les gens, j'ai entendu de gauche à droite, que Tshisekedi aurait dit cela pour permettre à ce qu'il y ait des enfants qui se naisseraient de gauche à droite. Mais j'ai dit non, mais écoutez, tout le monde a son comportement. Tshisekedi est une institution. Il porte l'âme d'État. Ce qu'il met en place, ce sont des mécanismes qui resteront pour toujours et qui bénéficieront de la population congolaise. Mais lorsque vous entrez dans un problème éducationnel, ça devient un problème. Donc les familles éduquent leurs enfants et tout le monde a sa façon de voir les choses. Si tu fais des enfants tous les jours, ce n'est pas avant ou après cette disposition que les enfants ne se feront pas. Avant que Tshisekedi ne dise que la maternité est gratuite, les enfants se font tous les jours. Ici, c'est un problème de la prise en charge. Il faut le comprendre avec une préoccupation de l'équilibre. C'est un problème qui a touché la République depuis plusieurs années et qu'il faut qu'il y ait une prise en charge. Vous pouvez bien faire vos grossesses, mais quand vous arrivez à l'hôpital, c'est gratuit et une prise en charge adéquate. Alors, cette dimension-là, est-ce que ça ne va pas impacter, oui, c'est gratuit, mais on sait comment que la mentalité des Congolais, surtout le corps médical, lorsque c'est gratuit, on vous laisse un peu, ça ne risque pas au lieu de contribuer à la diminution du taux de mortalité, mais d'être à la base de l'accroissement des taux de mortalité. J'ai parlé d'un problème. Le comportement des corps médicaux. Non, j'ai parlé d'un problème de la prise en charge de ce corps médical. Ouais. Les secteurs dans lesquels les chefs de l'État, Antoine Félix Tshisekedi... Non, ce sont des questions qu'on se pose. Je réponds. Il faudra que la mentalité... Je réponds pour dire ceci. Nous, dans la structure dont je suis porte-parole aujourd'hui, Vision Fachi, nous avons l'obligation de suivre les actions du chef de l'État et de l'accompagner. Non seulement l'accompagner, mais nous nous substituons en cadre d'échange, de réflexion, de discussions et de propositions. Quand ça ne marche pas, on propose au chef de l'État, on dit, là, ça n'a pas marché, voici les propositions. Il faudra en tenir compte. Je crois que Félix Tshisekedi porte l'âme d'État et pose des actions sensibles à la condition humaine. Pour moi, je crois que si tous Congolais, nous pensons que le Congo doit gagner, nous devons éviter... Commencer quelque part. Nous devons éviter des méthodes partisanes et des propositions partisanes, proposer à la République des méthodes qui puissent faire que les choses marchent. Aujourd'hui, cette disposition restera, même après Félix Tshisekedi, la gratuité de la maternité, mais les autres qui viendront... Ça sera pour le Congolais. Ça sera pour le Congolais. Merci ça veut dire beaucoup. que ce que nous pouvons faire, c'est apporter des propositions qui permettront que les sphères de la vie nationale marchent. Voilà, les sphères de la vie nationale puissent marcher. La décision a été prise par les chefs de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Gardi, Diane, est-ce une décision politique? Parce qu'on sait que nous sommes en 2023, une année électorale. Les chefs d'État annoncent, fait cette annonce, ça va jouer dans la balance, dans l'opinion publique, en faveur des Fati, surtout avec les échéances qui arrivent en termes d'élections. Bon, à moins que je fasse preuve de naïveté, je crois que chaque action concourt aussi à l'idée de pouvoir accroître ou rétablir cette sympathie de la population vis-à-vis du chef de l'État. Je crois que c'est pour ça qu'il est là, pour pouvoir faire des choses convenables et espérer en récolter les résultats, notamment en termes de reconnaissance ou encore en termes de suffrage. Ça, c'est des calculs politiques. Il ne faudra pas être naïf pour croire que ça ne rentre jamais en ligne des murs quand on prend des décisions. Mais je voulais revenir sur le fondamental de cette décision, c'est que je crois que les gens ont pris une partie de l'ensemble du projet. C'est quoi l'ensemble le projet? Le projet, c'est couverture santé universelle. Ceux qui ont eu la chance, comme vous, d'être aux États-Unis d'Amérique, connaissent l'Obamacare, qui semble être un projet un peu plus intégral. Celui-là, c'est au regard du budget, il faut commencer quelque part. Ils ont décidé de commencer par résoudre le problème de la mortalité infantile. La question de l'opportunité s'est posée sur ces plats. Mais, Christophe Chibasso, quand on est un État où les nantis ne se retrouvent que dans quelques 2, 3, 4 grandes villes de la République, et que la majeure partie de la population croupisse dans la pauvreté,
ceux qui vivent à l'intérieur ont des difficultés en termes de soins de santé. Non seulement en termes de soins de santé, n'ont pas vraiment le moyen de pouvoir se le permettre. On peut beau vouloir juger les choses en fonction de grandes agglomérations comme Kinshasa, Lubumbashi et les autres, mais ça représente une minorité d'à peine 27%. Rentrons dans la peau de ceux qui sont dans les fins fonds, dans les territoires là-bas. Vous vous rendez compte que cette action fait accroître les dépenses sociales de l'État et rentre dans le cadre de la redistribution de richesses. On est un État, il ne faudra pas fuir la réalité. On est un État où, en dehors de ceux qui sont à Kinshasa, pour certains qui ont un peu plus de moyens, qui payent à médecin de nuit et autres, la plupart vont chercher la maternité chez moi à Delvaux, là-bas, ou avec $100, mais dans quelles conditions? Voyons les choses dans le sens où l'État congolais décide de se rendre compte que finalement, il y a de problèmes à ces niveaux-là, et que l'État se substitue justement, on se garde-fou, fait son devoir régalien, de payer. En fait, le langage simple qu'on peut dire au commun des mortels, c'est que désormais l'État paye pour vous la maternité. C'est pas gratuit. C'est du social-démocratie, ça. C'est ça. Maintenant, le problème qui peut se poser là, c'est dans les mesures d'encadrement. L'applicabilité. L'applicabilité ne posera pas... En fait, dans l'applicabilité, si je rentre dans les considérations techniques, j'ai lu le projet, je me suis rendu compte qu'il y a un investissement de 200 millions de dollars américains pour l'année 2024. Ce qui veut dire qu'après, il y a la participation des partenaires techniques et financiers. La question, c'est qu'après l'exécution du projet en 2024, qu'en serait-il de 2025, 2026, 2027 ? Est-ce que ce projet-là, l'État congolais prend déjà des dispositions pour ne pas revivre presque les mêmes difficultés qu'on a connues au départ de la gratuité de l'enseignement? C'est ça le problème. Dans la notion de la pérennisation, est-ce que l'État prend en compte? Si l'État prend en compte, tant mieux, et je crois naïvement à la bonne volonté. Je me pose des questions. Les hôpitaux qui sont sélectionnés, est-ce qu'on a fait l'annonce pour que la population se rende compte, soit informée, ou s'y rendre? Je crois qu'ils ont fait une communication autour, ils ont même indiqué. La liste a été rendue publique des différents sites où différentes communes, notamment pour la ville de Kinshasa. Pour la ville de Kinshasa. Vous vous rendez compte que on vient répondre à un besoin qui bénéficie à la grande majorité. Un peu comme dans la décision de la gratuité, quand c'est arrivé, les quelques enseignants de ce que nous on appelle les écoles de prestige. Ça posait problème, hein? Ouais. Les gens qui avaient un salaire, un revenu mensuel qui atteignait 800, 900, voire $1000, qui représentait à peine 16% de l'ensemble ou du total des enseignants de la République, par principe d'équilibre, il faut trouver un moyen. On ne peut pas détruire près de 83% des enseignants pour laisser les 16% dans des très bonnes conditions. Ça encore, c'est notre problème. Les gens qui jugent de cette mesure regardent souvent avec le regard de Kinshasa. Donc, si on s'est dit, bon, écoute, moi, avec $50, je peux payer quelque part, avec $100, je peux payer quelque part. Mais ceux qui sont chez moi, par exemple, à Gungu, ceux qui sont à Kimbilangundu, à Yameke, à Lolo, vous vous rendez compte que c'est ce genre de mesures, c'est salvatrice. À mon humble avis, je crois que ça reste l'un des plus beaux cadeaux. C'est un peu comme avec la gratuité ici. Quand les gens vous disent un enseignant qui avait 135 000, maintenant qu'il en a 400, on vous dit, bon, c'est rien. Oui, la vérité, c'est rien. C'est encore rien au regard du travail que ces gens amattent. Mais la proportion de là où ils viennent jusqu'à 800, et eux-mêmes ont négocié un contrat dans les paliers de Mbola Lodge d'atteindre au minimum 800 000 francs congolais, c'est vers là qu'ils sont en train de partir avec un paiement échelonné. Mais je me suis rendu compte le jour où je suis arrivé à l'intérieur, en Équateur, dans les fins fonds, le 50 000 francs de la prime de brousse, quand j'ai vu comment les enseignants, on faisait des calculs, quand j'ai vu des enseignants ajouter même des maîtresses ou de femmes, à cause de ça, je me suis rendu compte que bon, parfois quand vous voulez juger de quelque chose, ayez un regard global de la chose. Dans le fond, on peut dire, il y a beaucoup de vérité dans ça. Quand on connaît la culture de Congolais, on est déjà parmi les pays où le taux de natalité est exponentiel. On est au-delà de la moyenne africaine. Nous, on est à 3,3%, alors que la moyenne africaine, c'est de 2,5%. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Maintenant, le problème, c'est que comment ferions-nous pour pouvoir... Déjà qu'on a, avec l'aide des partenaires techniques et financiers, pendant 10 ans, fait la campagne de planification familiale. Ma foi, aller demander aux hôpitaux combien de fois les familles planifient les naissances. Exactement. C'est presque pas respecté parce qu'on est dans une autre culture. Ouais. La planification est aussi, à mon sens, c'est vrai que ça aide,
Mais ce n'est pas dans l'ADN. Chez nous, regardez, on est bon tout. C'est le pauvre qui met le plus au monde que le riche. Alors, comment travailler cette on peut dire que culture-là? Fachi Béton a frappé bien. Croyez-moi, arrêtez de regarder sur Kinshasa, vous vous rendez compte que c'était une véritable réalité. Quand on vous disait qu'à Kinshasa... Kinshasa, il y a aussi la périphérie, Maluku. Même si on va juste à Maluku ici. Oui. Non, à Maluku encore, il y a des centres que je connais. Des centres. Mais les niveaux de vie, les niveaux de vie, c'est peut-être moins que ceux qui sont à Gombe, mais ils ont quand même un bon niveau à Kinshasa. Mais je vous dis que quand vous regardez cette réalité-là, le problème ici, c'est comment faire pour retravailler la culture de gens, pour faire comprendre aux gens que mettre au monde ne suffit pas. Voilà. C'est quand vous donnez à un enfant, vous lui dites, bon, l'enfant naîtra gratuitement, il fera l'enseignement primaire gratuitement. À ces niveaux-là, si le travail psychologique et de la communication et de la sensibilisation n'est pas fait convenablement, le Congo a déjà un problème de démographie. Je dis problème parce qu'en temps normal, de mon regard d'économiste, c'est plutôt un avantage. Okay. C'est un marché. Mais quand on a un contexte économique tel que le nôtre, ça devient plutôt un problème que d'être un avantage. Et je crois que ça mérite. La Chine s'est permis, pour devenir la Chine, de pouvoir aller même s'immiscer dans des questions privées des foyers, limiter le nombre de naissances. Parce que la démographie est un élément, est un facteur essentiel dans les décisions économiques. Si on n'y prend pas garde, on va être absorbé. Déjà que on ne sait pas aller dans les politiques à moyen terme. Alors, on quitte d'un budget de 6 milliards, maintenant on est à 16 milliards. Les dépenses restent les mêmes. Le Congo est toujours cet État qui, un peu comme les Congolais qui vivent, les citoyens moins nantis, les Congolais lambda, tout ce qui produit la journée, c'est pour manger, emprunter les pains, pour revenir refaire encore. Le jour où il tombe malade, c'est l'ensemble du ménage qui a un problème. Ça, c'est une réalité économique de notre pays. Il faudra qu'on y tienne compte. Il faudra que les gens aident à ces niveaux. Voilà, le gouvernement congolais avec le président de la République, Fachi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on peut dire qu'il a hérité d'un lourd passif. Le gouffre était tellement profond que chaque action posée semble être minime, mais ça vaut son pesant d'or. Cette fois-ci, nous allons parler des fonctionnaires. Oui, quand on parle Congo, distribution de la richesse de la République démocratique du Congo, ça passe aussi par les fonctionnaires. Et les fonctionnaires seront en commission paritaire ce lundi, et la convocation a été faite par le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, suivant cet élément. À la lueur des... Dans le cadre du dialogue social permanent voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a procédé à la convocation des travaux de la commission paritaire gouvernement bon syndical de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP le jeudi 2 septembre 2023 en son cabinet de travail avec la direction de l'INAP élargie aux membres. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, j'annonce après plusieurs rapports officiellement la convocation ce lundi 11 septembre 2023 de la commission paritaire gouvernement et banque syndicale de l'INAP, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, afin d'évaluer les engagements qui ont été pris précédemment entre les deux parties. Ce pour l'intérêt des agents et fonctionnaires de l'État. Aussi dans la droite ligne de la vision du président de la République qui place les dialogues sociaux au centre de toutes les préoccupations. Au cours de ces travaux, le gouvernement et les banques syndicales de l'INAP vont procéder à l'évaluation des différents engagements pris par les deux parties afin d'adopter des résolutions qui vont consolider les avancées déjà réalisées pour l'amélioration du social des agents publics de l'État. En réaction, le président de l'INAP, Fidel Kiongi, a salué la convocation de ces assises. Nous informons tous les agents et fonctionnaires de l'État que la commission paritaire tant attendue depuis le mois de juin sera ouverte lundi 11 septembre 2023 à 14 h à l'hôtel Sultani. Nous allons évaluer avec le gouvernement nos accords antérieurs. Est-ce que les partis ont tenu? Est-ce que les accords ont été respectés ou pas? Nous allons voir ça. Et aussi, il est prévu de nouvelles revendications ou de nouvelles demandes pour les agents. Mais principalement, c'est l'évaluation des accords signés depuis que l'INAP est INAP.
Avec la convocation de ces travaux, le gouvernement démontre sa volonté, celle de rencontrer le cahier des charges de l'INA pour un avenir meilleur des agents publics de l'État sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, cet élément, c'est pour dire que de ce lundi 11 septembre, les travaux de la commission paritaire banque syndicale et l'intersyndicale de l'administration publique sont convoqués par le vice-premier ministre et les travaux seront organisés à l'hôtel Sultani pour évaluer les engagements pris entre les deux parties. On se rappelle, en 2022, le gouvernement avait signé un accord à huis-bois qui avait permis la diminution de l'IPR de 15 à 3%, mais aussi l'augmentation des salaires de 45%, à hauteur de 45%. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Est-ce que le huissier va atteindre les $100? Question mark. On se pose la question. Et j'accorde la parole à Gardi Diane, on vient de suivre cet élément. Les fonctionnaires seront en commission paritaire. Qui dit commission paritaire, ce sont des discussions. Discuter sur le bien-être des fonctionnaires, discuter sur les conditions de travail, des salaires des fonctionnaires, discuter sur comment les fonctionnaires peuvent réellement bénéficier des ressources de l'État, de la distribution des richesses de la République démocratique du Congo. Merci pour la question. Je crois que la première des choses, c'est que quand vous parlez de justement la mesure de la baisse de l'IPR, fait partie rentre dans le cadre des mesures d'allègement dans la prise en charge des agents d'administration publique. Mais maintenant, je crois qu'au-delà des mesures d'allègement, il faudra passer à la vitesse supérieure. Il faut prendre des vraies mesures de promotion. J'ai toujours dit aux gens, aucun État dans le monde ne s'est développé sans son administration publique. Or, l'administration publique congolaise, depuis des décennies, était devenue juste une caisse de résonance, une caisse de sécurité, où la plupart des gens qui entraient, pas vraiment dans l'esprit professionnel, mais chaque Congolais se disait, dès que j'ai mon numéro matricule, c'est-à-dire que Mutorbo Tolanga Azate, Mwanambongo à l'État. Nous connaissons les légendes sur l'administration. On ne travaille pas, on entre à 11h, on joue au jeu de dames, et puis après à 13h, on disparaît. Mais quelle doit être la première des mesures pour pouvoir faire en sorte de redynamiser cette administration publique? C'est aussi justement ces dimensions-là, pouvoir remettre de la valeur à ces métiers. Or, mettre la valeur, c'est quoi? C'est aussi la notion de la rémunération. Les gens ne le savent pas, mais quand on est bien rémunéré, le métier devient attrayant. C'est un peu comme le métier d'enseignant. Pourquoi les enfants ne rêvaient pas? Pourquoi les Congolais ne rêvaient plus d'être enseignants? Parce que c'était un métier presque paupérisé. Seuls les gens qui adhéraient à un certain niveau, à certains postes, mais pas se contenter de leur salaire, mais parce qu'ils savaient que quand j'accède à certains postes décisionnels, j'ai circuit à quelques cours, rétrocommissions et autres, on a presque terni. Le bonheur avec l'actuel gouvernement, c'est que la culture de l'échange et des discussions permanentes. Et je me réjouis du fait que le dialogue, bon, c'est pas encore social à ces niveaux-là, mais je crois que le dialogue permanent entre justement les autorités et les membres de l'administration, mais surtout les représentants des agents par l'intersyndicale, fait partie des mesures que moi j'estime être très prisant pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse dénouer la plupart des problèmes qu'on a eu en interne. Et je crois ici que dans l'initiative du ministre Eliaou, discuter et connaître le besoin des gens permet à une autorité de pouvoir apporter des solutions et une politique efficace. Parce que j'ai l'habitude de dire aux gens, si parler est un besoin, écouter est un art. Un bon dirigeant, c'est lui qui sait écouter, interpréter et agir. Et je crois que pour moi, c'est une réunion, c'est une aubaine. Un peu comme à l'EPST où aujourd'hui il y a de la calmie. Les grognes, il y en avait presque tout le jour, du lundi au vendredi, les gens criaient. Aujourd'hui, l'EPST, il y a au moins de la calmie, il y a la paix, parce qu'il y a ces cadres permanents. Quand on établit un contact direct avec les gens, ça permet à ce qu'il y ait compréhension et communication. Mais le plus important dans ça, au-delà des mesures que le VPN, l'administration de la fonction publique, a annoncées, je crois que maintenant, il est de l'essor de pouvoir de l'État, particulièrement le circuit financier de pouvoir l'aider. Le Congo, je l'ai dit ici, je veux cesser de le répéter, est un État dont sa structure économique est défaillante. C'est une économie qui dépend également, principalement des causes exogènes. Or, le Congo a des valeurs différentielles. On nous chante ici le changement de paradigme. Il nous est difficile d'aller dans des réformes structurelles comme à ces niveaux-là, au niveau de l'administration publique, sans que l'économie ne suive. Et j'espère que quand le VPM Liaou va en discussion avec l'intersyndicale, il doit savoir que c'est lui le visage d'autorité
dès qu'il ressort de cela, ce que les gens vont attendre de lui, c'est des solutions définitives. Il a déjà prouvé une bonne volonté dans beaucoup de choses qui ont changé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est qu'il faudra aller jusqu'au bout. Et j'estime, moi naïvement peut-être, j'ai lui accorde du crédit parce que j'ai un faible pour le ministre et jeunes qui sont dans ces gouvernements, qui font un travail excellent et qui nous représentent valablement. Et c'est pourquoi ils ont toujours et ils ont toujours... Mais quand vous dites il faudra que les équipes financières puissent lui faciliter la tâche, c'est-à-dire... Je veux vous transmettre un problème, c'est qu'aujourd'hui, ni t'étaient les efforts du ministre Tony Mwaba, on n'aurait pas eu le résultat des examens d'État. Ah bon? Oui, parce que depuis 2 sessions, les correcteurs, les inspecteurs qui corrigent, mais également les prestataires, les surveillants des examens d'État n'ont jamais été payés. Il vous souviendrez ici qu'il y a eu un débat ici, Tony Mwaba aurait détourné l'argent des gens, alors que c'était une pomme de discorde qui, l'IGF voulait que ça soit par circuit bancaire. Le ministre estimait qu'il dit, bon, vu le contexte, vu le temps, on peut leur donner des manières traditionnelles comme ils en ont l'habitude, en attendant qu'on trouve des solutions, parce qu'il y a certains qui sont à l'intérieur. La couverture bancaire pose problème. Vous n'allez pas demander à quelqu'un de faire des kilomètres pour aller ouvrir un compte pour $20. Les frais de tenue des comptes, c'est un manque à gagner pour lui. À la limite, ils sont tombés sur un compromis, de savoir ceux qui sont dans des grandes agglomérations, on le paye par banque, mais ceux qui sont dans des villes un peu plus reculées, on leur paye en mode manuel. Ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui et personne ne s'est justifié pourquoi. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a eu une lenteur dans la correction parce qu'il y a eu presque, je veux dire presque du sabotage. Ni t'étaient les efforts du ministre de pouvoir trouver des solutions urgentes, on n'aurait pas eu les résultats des examens d'État. Et je crois à ces niveaux-là... Jusqu'à ce point-là? Je vous dis jusqu'à ce point-là. Qu'est-ce qui a été fait? C'est que quand ils ont commencé à bloquer, on dit, bon, c'est vrai que l'État a votre dette, on a recruté en mode d'urgence. Les autres inspecteurs qui étaient disposés d'écouter la voix de l'État, ils disent, maintenant on ne peut pas payer, oui, il y a des arriérés, oui, mais est-ce qu'on peut faire le travail et puis permettez-nous de faire la pression pour qu'on obtienne votre paye, parce qu'on en a déjà parlé au niveau du conseil du ministre. Il ne faudra pas oublier, on a un contexte favorable, est-ce qu'on est pendant une période électorale? Le chef de l'État ne voudra pas à ce que cette question vienne plomber la réalité. C'est peut-être une image qui ne devrait pas être mise à la place publique, mais je me permets quand même. Malheureusement, certains ont refusé d'écouter, donc il fallait remplacer très rapidement pour que ceux qui sont épris de volonté, pour pouvoir le faire et permettre aux enfants de ne pas en pâtir. Donc en gros, quand je vous parle des circuits financiers, je veux être un peu méchant, mais je crois que le ministère des Finances aujourd'hui dérange un peu aux priorités de certains ministères et j'espère qu'il ne le fera pas avec l'administration publique parce qu'il y a 2 secteurs qui sont l'image de l'accalmie sociale, c'est la fonction publique et l'enseignement. Quand ces gens-là décident de paralyser la ville, ils peuvent mettre en marche la République. On paralyse la République. Alors, Fierté Dinanga, vous avez la parole. Merci beaucoup de la question qui reste très pertinente. Lorsque vous faites quelque chose pour nous, sans nous, vous êtes contre nous, dit-on. Je salue, je vais l'aborder politiquement cette question. Je salue la pertinence dans les chefs du VPM Liaou. À tout moment, il a compris que le chef de l'État, qui est la première institution, avait besoin de l'accompagnement de certains Congolais consciencieux et épris de la bonne volonté pour l'avenir de la République. Lorsqu'on est nommé ministre, parfois c'est nos familles qui fêtent et les autres ignorent que c'est une charge. Ce n'est pas une festivité, c'est un devoir vis-à-vis de la nation. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a quelques jeunes ministres qui se tiennent debout pour pouvoir accompagner la République. La vision de l'institution pour le bien-être de la République. Aujourd'hui, ce dialogue permanent, je crois que va créer un climat de confiance. Les syndicats et le ministre, les dirigeants et les dirigés, il y aura un climat de confiance qui va permettre qu'à tout moment, quand il y a une grande question, on peut se mettre sur une table pour pouvoir collaborer, discuter et trouver des solutions. J'en appelle plus à la conscience du président de la République. Parce que nous, Vision Fachi, nous avons toujours tendance à dire au chef de l'État ce qui sont des choses qui sont vraies et qui peuvent l'aider à pouvoir aller encore plus loin. Des personnes comme Jean-Pierre Liaou, Tony Mwaba Kazadi, parce que mon ami a évoqué une question qui m'a, moi, toujours fait très mal, très mal. Vous savez, quant à cette correction des examens d'État, il aurait fallu que les ministres aient l'intelligence des situations pour sauver l'enseignement. Vous savez que jusqu'à ce jour, si on n'avait pas le résultat des exétats, ça allait être catastrophique. Et dans toutes les sphères de la vie nationale, il faut qu'il y ait des personnes qui portent l'âme d'État et qui trouvent l'intelligence des situations pour pouvoir remédier aux situations qui sembleraient difficiles. Je crois qu'aujourd'hui, la question de la
prise en charge de ce fonctionnaire de la République. Nous savons que la plus grande machine de la République, c'est la fonction publique. Et si on ne met pas un œil regardant et les bons sur ces personnes, on aura toujours des difficultés. Mais heureusement, il y a une personne qui a compris la vision du chef de l'État, qui s'est dit « je m'engage pour accompagner la République ». C'est l'évaluation des engagements. Et bien évidemment. Et cette fois-ci, je pense que l'année passée, il y a eu réduction de l'hyper, oui. Il y a eu augmentation de 45% des salaires, mais pour l'intersyndical, il faudra atteindre $200 pour un huissier. Est-ce que le VPM, Jean-Pierre Liaou, aura les moyens de sa politique s'il discute avec l'intersyndical et qu'ils adoptent cela? Est-ce que ça sera appliqué ou il sera buté à un problème où il n'y a pas de fonds? Vous avez signé, ces politiques, ça reste dans le placard. Voilà, j'en arrive. Cette discussion relève d'une situation purement technique qui va pouvoir déceler l'abcès que l'on va gréver. Il faut faire la rétrospection, l'introspection et la projection quant aux grandes questions. Mais ici, il y a une situation que mon ami a relevée tout de suite sur ce plateau, Gardi. Ouais. Ça veut dire que le ministre a la politique de sa mission et l'ambition. Et ce qui reste pour compléter cela, c'est le moyen. Mais nous avons constaté, ici, vous allez me permettre de le dire tout haut parce que le chef de l'État doit m'attendre. Il y a une situation qui est écœurante. La situation, c'est que le ministère des Finances a une difficulté. C'est quoi la difficulté? Le paiement des dettes intérieures. Ça, le chef de l'État doit attendre. Ça empiète sur des situations qui sont les plus légitimes et qui garantissent la vie de la République. Les priorités. Il y a de la commission. J'en arrive, les rétrocommissions dans le paiement des dettes intérieures. Vous venez avec une dette d'1 million de dollars, 3 millions. Bon, le ministre, il accepte, il appose sa signature, il a ses rétrocommissions et cette équipe-là... Si c'est 3 millions, vous prenez 2 millions, vous prenez 2 millions et puis il a ses rétrocommissions avec cette équipe-là. Finalement, les fonctionnaires souffrent et d'autres personnes qui doivent bénéficier de leurs droits souffrent. C'est une très grande question. Et quant au VPM Liaou, qui a une sphère la plus importante et capitale de la République, donc le chef de l'État devra porter crédit dans la démarche du VPM Liaou, l'accompagner et donner des injonctions, parce que c'est la première institution de la République, donner des injonctions pour que quant à la demande venant de ces secteurs-là, qui est toujours du répondant pour permettre que les fonctionnaires de la République se sentent à l'aise, ça sera une question qui sera résolue, non seulement pour le moment, mais ça sera une question pérenne. Nous avons ici parlé de ce système-là, de la continuité des affaires de l'État. Je crois que si les mécanismes se mettent en place pour pouvoir redynamiser les institutions, la personne qui viendra après 20 ans trouvera que le pays est sur les rails. Et ce que nous voulons, c'est des personnes qui portent l'âme d'État. Je l'ai dit, je me répète. Tous les ministres jeunes au sein de ce gouvernement, je cite Jean-Pierre Liaou, Tony Mwabakazadi, Boudimbu, ces ministres essayent de relever les défis de la jeunesse pour montrer au chef de l'État que nous sommes capables de pouvoir vous apporter un plus, que nous pouvons aider à ce que la République marche. Donc, ici, la question qui est claire, c'est que le ministère des Finances est en train, je me répète, d'empiéter. Le ministère des Finances, c'est la chaîne des dépenses et aussi le budget. Non, je parle du ministère des Finances qui est en train d'empiéter sur le bon fonctionnement d'autres institutions de la République. Et ça, c'est une information que l'on donne au chef de l'État parce que nous sommes un cadre d'échange, de réflexion, de discussion et de propositions. Après réflexion, on propose au chef de l'État que le ministère des Finances doit être revu parce que la personne qui est là n'accompagne pas sa vision. Ils sont dans les rétrocommissions dues aux dettes intérieures. Merci beaucoup. Fierté d'Inanga qui a apporté sa pierre à l'édifice en démontrant que les discussions qui seront entamées ce lundi par le gouvernement et les banques syndicales, l'intersyndicale dans ce sens de l'administration publique doit bénéficier de l'appui réellement du gouvernement via le ministère des Finances, mais aussi budget pour, n'est-ce pas, matérialiser les résolutions qui seront adoptées au cours de ces assises. Alors, Joseph Kamanga, vous avez la parole par rapport à cette question. Alors, Crispin Chibassou, je ne vais pas encore revenir sur ce que mes compatriotes autour de cette table ont déjà dit, mais ici, il sera question de dire que
le VPM Jean-Pierre Liaou, c'est parmi les ministres que j'apprécie. Depuis son arrivée à la tête de la fonction publique, il s'est lancé dans cette redynamisation de cette grande machine de la République démocratique du Congo. Il est arrivé et il a à un certain moment apporté un bon nouveau qui aujourd'hui, on ne sent pas assez de tensions au niveau des fonctionnaires de l'État, on ne sent pas assez de tensions au niveau de la place, Golgotha. Et là, Golgotha ne gronde plus. Non, mais il y a quand même de la calmie. De la calmie, une paix relative. Il est arrivé, il a maîtrisé les rouages, il a instauré cette discussion permanente avec les fonctionnaires, ce qui fait que lorsqu'on est écouté, même si on a des grandes revendications, mais on peut discuter, tout se résout par un dialogue. C'est l'occasion ici pour moi de soutenir cette commission paritaire qui va ouvrir ses portes ce lundi, bien que ça va commencer. Je ne mettrai pas ma crainte quant à l'application des résolutions, mais l'essentiel, c'est que sa détermination, son engagement de VPM Jean-Pierre Liaou, qui s'inscrit dans cet accompagnement de la vision du chef de l'État, d'un dialogue social, d'une paix sociale. On sent déjà, avec son avènement à la tête de la fonction publique, il s'est dit, il est toujours disposé à échanger avec les différentes avec les intersyndicales. Je sais, si aujourd'hui les grandes résolutions sont prises, moi j'en appelle à l'implication du chef de l'État. Parce qu'il va de son image. Mais le chef de l'État a toujours voulu une administration publique, c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est défini par le bien-être des fonctionnaires. D'où le chef de l'État y tient. Il faudra que les autres membres du gouvernement puissent accompagner l'application des résolutions, comme l'a démontré Fierté Dinanguer. Moi, je ne vais pas citer ici le ministre des Finances. Moi, je monte haut. Non, vous montez haut. Moi, j'appelle le chef de l'État. Le fonctionnement des institutions, le chef de l'État, de s'impliquer que les résolutions pour que les résolutions soient appliquées. Ça qui n'y on ne puisse pas souffrir de l'application. De l'application des résultats qui seront prises après cette commission paritaire syndicale. Nous allons terminer ce dossier avec notre ami qui vient de nous rejoindre sur ce plateau après avoir souffert dans les embouteillages de Kinshasa, surtout qu'il y a match aujourd'hui, les Léopards qui vont croiser les fers, qui vont jouer contre l'équipe du Soudan. Et voilà, les Léopards, ça bouge à Kinshasa, on espère déjà la qualification. Tout le monde est en bleu, sauf Gardidian qui, lui, aime toujours être sur ses livres, en train de lire. Lui, ne va pas suivre le match. Gardi, vous allez suivre le match? Peut-être que sur le plateau, je suis le plus grand sportif. Parce que, contrairement à vous autres, moi, j'ai quand même sacrifié 2 années de l'école pour le football. Donc, oh là là là, non, c'est un footballeur. Moi, ni t'étais l'opération la jambe droite, peut-être j'aurais pas croisé Fierté, et moi encore Siméon Issa. Non, mais du moins, on ne regrette pas parce qu'on aurait raté des. Non, mais si j'étais à Madrid, on aurait raté des analyses pointues. Voilà. Mais moi, j'aurais des millions en poche. Exactement. J'aurais des millions en poche. Alors, nous recevons Issa Koyi. Siméon, bienvenue. Merci. Après avoir souffert dans le rue de Kinshasa. Merci, Crispin Chibassou. Effectivement, j'ai sérieusement souffert. Oh, vous avez laissé la voiture, vous avez pris la moto. J'ai laissé la voiture, j'ai pris la moto. Les grandes artères de Kinshasa sont bouchées. Vraiment. Bouchées. Des embouteillages monstres parce que les Léopards vont affronter l'équipe soudanaise. Ouais. Et donc, déjà d'emblée, nous ne pouvons qu'encourager notre équipe qui va arracher sa qualification aujourd'hui. Il faut déjà le dire que mathématiquement parlant, nous sommes déjà partis. Il nous faut seulement un point, parce que nous avons juste besoin d'un tout petit point. Il ne faut pas perdre ce match. Voilà, on a juste besoin d'un point pour que nous soyons nous, on a un mauvais qualifiés. Avec les mathématiques. Hein. Déjà... on est premier. On est premier avec 9 points. Du groupe avec 9 points. Ça prouve que nous sommes déjà partis. Nous attendons la rencontre des jours. Donc, toutes les bonnes chances à nos Léopards qui vont nous représenter. J'ai vu la garde républicaine déployée autour pour la sécurité. Autour du stade des Martyrs pour la sécurité. Parce que certainement le chef de l'État, il y sera. Donc, ça sent ça que il adore le premier des Congolais. Ah ouais, c'est le premier supporter des Léopards, monsieur. Et donc, merci de l'invitation. Ouais. Je suis heureux de rejoindre l'équipe bien qu'en retard. Mais c'est bien. Cette fois-ci, on va prendre cette information qui vient de tomber. Le journaliste Boujakira serait arrêté en rapport avec la problématique du dossier de l'assassinat de Chéribin. Au Kenya, on va prendre ces tweets, oui, nous allons lire. C'est Siméon d'abord, c'est Siméon Issako qui a tweeté
Maintenant, la RDC, voilà, quoi, les journalistes Stani Boujakera et Tchamala arrêtés pour avoir fait circuler des fausses nouvelles dans les dossiers de l'assassinat de Chérubin Okende. Je vous accorde la parole. Pourquoi avoir tuté? Cette information est vraie? Oui, il y a des versions des faits. La première parle des informations et entrées à l'affaire Chérubin Okende. On dit qu'il a publié sur Jeune Afrique un rapport qui remet en cause le renseignement militaire. On a tous lu cet article de Jeune Afrique qui remet sérieusement en cause le travail du renseignement militaire. Il y a des officiers qui ont été cités. Il est arrêté ou bien il est interpellé? Interpellé. Il est interpellé. Okay. Il est interpellé. Déjà, il faut dire qu'il a passé sa première nuit à l'Ipékin. Et je crois bien qu'il est déjà en pleine audition. La deuxième version des faits évoque ces sujets et entrer à la situation de l'Est. La situation de l'Est. On sait que Stani, c'est pas n'importe quel journaliste. C'est un journaliste qui est toujours là à publier les informations en premier, les scoops. On lui reproche le fait d'avoir publié certains documents, certaines conversations et entrer à la situation de l'Est entre des militaires. Et donc, nous sommes entrés encore des fouiner pour savoir ce qu'il y a exactement dans cette affaire. Nous attendons la communication officielle des Jeunes Afrique, mais aussi des actualités précédées, parce qu'il faudra dire qu'il est directeur de publication. Actualité l'a fait depuis hier soir. Oui, Actualité n'a pas donné les motifs de son arrestation. Ils se sont juste limités à condamner cette arrestation et à exiger sa libération immédiate. Mais sinon, les informations que nous avons sont liées à ces deux faits-là. L'affaire Chérubin Okende, mais aussi la situation de l'Est. Il est au courant des dossiers. Par quelle voie est-il tout le temps informé de ce qui se passe entre officiers, de ce qui se dit, ce qui se raconte entre officiers? Ben, la justice va en savoir un peu plus. Viviane, je suis tenté de vous dire, mais avez-vous la facilité d'avoir des informations comme Boujakera? C'est quand même... Il est tout... Le scoop, ça passe par lui. Hein. Bon, il faut reconnaître que la force... Il est quand même très bien introduit. La force d'un journaliste, c'est l'accès aux sources. Ça, c'est une réalité. Je crois que honnêteté intellectuelle oblige. Je n'ai pas accès aux mêmes sources que Stani Boujakera. Ça, c'est une certitude. Cependant, dans la plupart des fois, quand j'encadre des enfants, j'ai l'habitude de leur dire... Mais il y a aussi, on nous a enseigné que dans le journalisme, il y a aussi des informations off the record. C'est ce que j'étais qu'on ne peut pas mettre à la place publique. C'est ce que j'étais en train de vous dire. À chaque fois que j'essaye de parler avec les enfants que je forme, je leur explique la notion de l'intérêt. Être journaliste, il y a des questions qu'on se pose avant de juger de la pertinence et de l'intérêt d'un sujet. Il y a des sujets qui sont parfois classés secret défense. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on a l'obligation de les mettre à la place publique. Parce que la République où on exerce est la plateforme de quoi est tributaire notre carrière. Je ne pense pas qu'il aurait exercé calmement son métier dans un État en guerre. La notion de l'État passe avant tout. Et ça, il faut le savoir. Je n'ai pas beaucoup de maîtrise dans le fond sur le dossier Stani Boujakera. C'est pourquoi moi, je voulais rester sur le terme. Ouais. Je crois qu'il a été interpellé. Ce que je peux juste me poser la question, c'est que s'il était déjà tracé par le service, pourquoi attendre qu'il arrive à l'aéroport pour pouvoir le prendre? À la limite, c'est une interpellation. Il faut le prendre à sa résidence, là où il est, calmement. Il est interpellé comme renseignant, comme témoin, quoi. Ça encore, on ne le sait pas. Mais je crois qu'au regard des éléments mis à la place publique par Siméon et les autres, je crois que ce n'est pas en tant que renseignant, mais je crois que c'est plutôt lui. Alors Siméon aussi est bien introduit, parce qu'il y a un autre tweet que Siméon a publié. La vérité, c'est que quand vous parlez d'être introduit, oui. Je vais quand même faire un constat. Ça peut être malheureux ou heureux pour les gens, je ne sais pas. Malheureux pour Isako? Non, je ne sais pas. On va finir et puis chacun va tirer les droits de son côté. Isako, il faut être pris. Je me suis rendu compte que finalement, oui. Je sais déjà que dans la culture, surtout des dirigeants congolais, on accorde beaucoup plus de crédit à des journalistes qui sont rattachés aux médias étrangers. Mais aussi, ces gens-là, j'aime le dire, dans la plupart des cas, par expérience, ils ne sont pas que journalistes. Ils sont dans d'autres choses. Ils ne sont pas que journalistes.
Donc, en gros, si Stani a eu des informations compromettantes, il y a forcément quelqu'un qui les lui a données. Il n'est pas allé à l'ANR pour pouvoir les avoir. Ça veut dire qu'il faut remonter la filière et savoir qui est celui. La trahison résiderait au niveau de celui qui transmettrait les informations. Ouais. Pas forcément à son niveau qui diffuse. Il commet peut-être une faute, peut-être en diffusant une information qu'il ne devrait pas au regard de la notion de l'intérêt. Mais je crois que c'est ce genre de fautes-là d'ordre professionnel. Nous savons où et comment il devrait être sanctionné, pas forcément parce qu'il en a diffusé. Je crois qu'à la limite, la justice va faire son travail, on va laisser la justice faire son travail, essayer d'en tirer suffisamment au maximum. Et après, dès qu'il sera en liberté, on aimerait en savoir un peu plus pour voir à la limite du possible. Et c'est là où intervient la nécessité de la loi sur la dépénalisation de délits de presse. Mais malheureusement, je suis toujours quelqu'un qui est partagé sur cette approche. On peut dépénaliser le délit de presse, mais quand on a une presse peu responsable, permettez-moi de dire, c'est une vérité, hein, c'est notre métier, mais peu responsable, avec aujourd'hui la montée d'une nature de journalisme autosuffisante, sensationnelle, à la recherche un peu comme du buzz, le buzz et les autres, je commence à douter un tout petit peu, sinon un peu, ça me rappelle aussi le travail d'un autre confrère journaliste qui certes dans son travail de fin de cycle en tant que formé en droit public. Quand j'ai lu ces rapports-là, je me suis rendu compte que finalement, nous tous journalistes, nous sommes de potentiels candidats à la prison. Il y a peu de sécurité dans la frontière de notre travail et de notion de la liberté des autres et de la vie privée des autres. Et je crois qu'à ce niveau-là, il faut une forte réglementation. Et j'espère que cette fois-ci, on pourra entrer dans les questions de fond pour pouvoir sécuriser ces métiers. Voilà. Mais aussi on va prendre le deuxième tweet d'Issako qui vient de nous rejoindre. J'attendais qu'il a... Mais je ne suis pas... Non. Je ne suis pas en train de condamner ce que Stani fait. Je suis en train ici d'appeler à la liberté de la presse. Et là, c'est pour paraphraser Mike Gardidiana. Stani ne fait que son travail. On lui donne des informations, on met des informations à sa disposition, tout ce qu'il a comme travail. Il y a des informations, il y a question d'intérêt, il y a des informations du off the record. Si on met à ma disposition, je me mets à la place des Stani, on mettait à ma disposition un rapport. Dossier bouillant comme ça. Il y a toujours, il faut comme celui l'autocensure, il faut de l'autocensure. Comme celui sur l'assassinat de Cheikh Okende, il l'aurait mis à la place. Je l'aurais mis à la place publique. La question, c'est êtes-vous sûr de votre source? C'est ça le problème. Si lui il estime que sa source est sûre, si c'est une source, le problème n'est pas je prends les rapports, je les mets à la place publique. Mais en quoi sa responsabilité est engagée, d'autant plus qu'il a fait son travail? C'est là, à ce niveau-là, je crois que le fait que c'est là que je condamne, c'est là que je condamne. Il est l'élément détonateur, le service voudront avoir, parce que c'est lui qui a diffusé l'information. C'est auprès de lui qu'on pourra remonter la filière et savoir exactement qui est la vraie personne. Il n'est pas obligé de dénoncer sa source. Par le secret professionnel. Il est protégé par le secret professionnel, bien sûr, mais il a évoqué une question de cette manière sanctionnelle de faire les choses. Aujourd'hui, la plupart des journalistes cherchent les léviathans. C'est le pouvoir, c'est le monstre. Quand il y a des gens qui se compromettent, qui mettent des choses comme ça, j'en appelle à cette interpellation. J'ai dit, la justice doit faire son travail. Et savoir sa source. Et la liberté de la presse dans tout ça. Écoutez, voilà. Ici, mon ami l'a dit. Il faut interroger les mécanismes pour pouvoir vous protéger. La presse, vous devriez mettre des barres pour pouvoir vous protéger. Et moi, je dis aujourd'hui, s'il y a des informations compromettantes qui sortent comme ça, qui sont divulguées, qui peuvent toucher à la sûreté de l'État, et qu'il y a un journaliste qui a peut-être ces personnes qui l'alimentent à tout moment avec des informations, et nous, qu'est-ce que nous on peut faire? Parce que nous voulons que le Congo puisse fonctionner et le microcosme de la République, à travers des sphères séparisées, puisse fonctionner. Nous appelons que la justice l'interpelle comme il a interpellé pour pouvoir savoir qui est-ce qu'il alimente et ces derniers trouvent ces informations où? Ça sera difficile pour qu'il puisse divulguer sa source. Il est protégé par la loi. Ben, écoutez, s'il est protégé par la loi, et la politique tient tout en état, vous le savez tous, parce que les actions posées par certains journalistes ont tendance à toucher la sûreté de l'État, la politique couvre tout. Voilà pourquoi, quand un journaliste est interpellé par la justice, souvent ne voyez pas toujours le fait que c'est les journalistes qui doivent avoir le droit de faire quoi que ce soit. Mais l'État doit vivre. Donc quand il est interpellé, c'est un individu, comme vous, comme moi, comme tout le monde, le pouvoir judiciaire a le devoir de l'interroger pour savoir d'où il
sortir ses sources. C'est avec raison qu'il est interpellé. C'est avec raison. Chibassou, pardon. Attendez, Je sais que je vais donner la parole à Gardez, Joseph oui. en 1 minute. D'abord, il faut dire à Fierté d'Inanga, Sani Boujakira n'est pas une brebis galeuse. Franchement. Ça, c'est la première des choses. Il ne faut pas confondre l'acte posé et la nature de la personne. Siméon vous a dit ici qu'il aurait tombé sur ces rapports-là, il aurait publié. L'essentiel, c'est que je sois sûr de mes sources. Le service font leur travail. On l'a dit dès le départ. Il n'est pas arrêté, mais interpellé. J'ai posé quelques questionnements ici. Est-ce qu'on ne pouvait pas le prendre avant, au lieu de donner cette connotation-là, d'attendre qu'il soit à l'aéroport pendant qu'il veut prendre son avion et l'arrêter? Ça encore aussi, c'est une question d'opportunité et d'accalmie. En tant qu'agent de l'État, il faut aider l'État congolais. On est dans un contexte très difficile où, quand ces choses se passent ici, dans cette période des réseaux sociaux, on est dans la période de la post-vérité, les gens vont se raconter à gauche et à droite. Mais dans le fond du problème, à quel niveau la question qu'on se pose, Sani Boujakira a fauté à quel niveau? À cette question-là, je vous dis que on est journaliste. C'est-à-dire qu'il y a un alibi. On est dans un contexte d'un assassinat d'un député, où jusqu'aujourd'hui l'affaire est tirée en longueur, ça tire à gauche, à droite. L'opinion est avide des informations. Il tombe sur un rapport, il décide de le mettre à la place publique. Moi, j'aurais réfléchi 4, 5, 6 fois avant de pouvoir le mettre à la place publique, où j'aurais choisi quel angle ou quelle méthode utiliser. Mais il a choisi sa méthode. Maintenant, le service l'a arrêté en train de l'interroger. Après, il sera libéré. Si c'est dénoncer ses sources, nous savons tous ici, on est un plateau de journalistes, et même, je rappelle aux gens qui nous suivent que Fierté d'Inanga est un fruit de l'IFACIP. Il vient de ce métier. C'est pas quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui ne connaît pas la réalité du métier de journalisme. Donc, en gros, ici, qualifions pas les infractions avant les actes. Exact. La justice est en train de faire son travail. Attendons qu'on finisse son audition. Merci. Après, on verra ce qui arrivera. Joseph Mais Kamanga, n'en pas dans les on débats va... individuels. Merci. Alors que On va terminer ces dossiers avec vous. Oui, je voulais juste placer un mot. Nous serons mal placés de nous lancer dans un jugement que nous ne savons pas encore effectivement sur quoi repose cette interpellation de Sani Boujakira, parce que Siméon a dit, 2 hypothèses sont par devant nous. L'assassinat de Cherubero Kende et l'affaire de l'Est. Donc, dire qu'il y a eu une brebis galeuse, dire qu'il a fait du sensationnel, sur quoi repose son interpellation, nous devons avoir des réserves en attendant que la justice fasse son travail. Gardez se pose la question, pourquoi attendre qu'il soit à l'aéroport pour l'interpeller? C'est là où aussi, au fait, ma préoccupation. Nos services doivent aussi agir en tout professionnalisme. Ça veut dire qu'ils ont tout le temps possible, tous les schémas d'envoyer une invitation à quelqu'un, l'interpeller d'une manière régulière. Peut-être que ça a été fait. Peut-être on est dans nos suppositions. Peut-être qu'il a été interpellé, il n'est pas parti, il s'est présenté. C'est possible, tout est possible. En attendant que tous les tableaux soient mis sur la place publique par les services compétents, par la justice congolaise. Merci beaucoup. Mais moi, merci. Moi, je crois que ce plateau, il est pédagogique. Quand on projette des analyses, c'est pour permettre à ce que d'autres personnes qui peuvent s'élancer dans ces genres, puissent pouvoir comprendre. Réfléchir c'est la pédagogie. 2 fois. On réfléchit. Merci. Et on propose. Allez, cette fois-ci, on va prendre les derniers tweets. En rapport avec la CENI, le secrétaire général exécutif de la CENI, en porte-en-faux avec le président de la CENI. Pourquoi? Eh bien, voilà, c'est Siméon Issako. Voilà. Lui aussi, hein, on va lui pointer des doigts. Vous tweetez beaucoup, hein. Voilà. Le secrétaire exécutif de la CENI, Mabikou Tokokani, a été suspendu par Denis Kadima pour insubordination. Il s'agit d'une sanction administrative de 15 jours, contrairement aux fausses allégations. La sanction n'est pas liée à une question d'argent. Quelles sont les fausses allégations, Issako? Les fausses allégations, c'est qu'on a dit qu'il a été sanctionné pour une question d'argent. Il y aurait une somme d'argent qui s'est disputée. Entre le président et le secrétaire? Entre le président et le secrétaire. C'est pas vrai ça? Il ne s'agit pas de ça. C'est le même. C'est pas vrai? Il s'agit, comme je l'ai bien écrit, d'un dossier d'insubordination. Il a refusé d'obéir aux instructions de la hiérarchie. Vous savez, avec les contentieux que la CENI a connus, c'est quoi avec les dossiers des députés, des candidats députés nationaux, il y avait plein de dossiers à régler. Et donc, il fallait déployer les équipes des juristes de la CENI, dans des provinces et consorts. Ça s'est fait avec beaucoup de difficultés. Alors,
l'équipe dirigée par Denis s'est réunie et ils ont mis des stratégies en place. Il fallait cette fois-ci, avec les candidats députés provinciaux, déployer des équipes costauds en province. La décision a été prise, il fallait la faire exécuter. Et c'est le secrétaire exécutif national qui doit, en principe, exécuter la décision. Ben, on lui a donné la décision pour exécution, il a refusé. Refusé pourquoi? Parce que il est en colère depuis un temps, à la suite de la mise à l'écart de son frère. Il faut rappeler que son frère travaille avec lui à la CENI. Il a été mis à l'écart par Denis Kadima. Son frère, il faut le rappeler, c'était un candidat à l'élection législative nationale. Il était candidat à député national. Alors, il était donc inéligible. Il était inéligible parce qu'il est agent à la CENI. C'est ce que la loi dit. Quand on est agent à la CENI, on ne peut pas postuler. Alors, lui a voulu profiter, il a voulu frauder pour que son frère soit candidat, qu'il soit retenu comme candidat député. Et donc, il a été frappé par la loi. C'est pas Denis Kadima, mais c'est la loi. Il a été frappé par la loi et donc sa candidature a été déclarée irrecevable. Il a été mis hors jeu. Toto n'a pas apprécié ça. Toto n'a pas apprécié le fait qu'on ait appliqué la loi. Il s'est mis en colère. Ce sont des règlements de compte. Il s'est mis en colère contre Denis Kadima, oubliant qu'il est secrétaire exécutif national. Il a refusé d'exécuter une décision de la hiérarchie parce que simplement il était en colère contre Denis Kadima. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire appliquer la loi et donc il a été suspendu. Bien avant la suspension, il y avait déjà une mise en garde qui lui a été adressée il y a plusieurs temps parce que selon plusieurs sources à la CENI, Toto il se met à la place du président. Il croit que c'est lui le président. Il croit que c'est lui le bureau de la CENI. Il croit que c'est lui qui organise les élections. C'est vrai que c'est quand même le secrétaire exécutif. C'est ce que je vais dire, c'est vrai. C'est la plaque tournante de la CENI. C'est vrai que c'est lui la plaque tournante. Mais ce n'est pas lui qui décide sur tout. Parce que la loi organique ne lui donne pas les pleins pouvoirs. Non. Et donc, en tout cas, c'est pas une question d'argent. C'est bien parti. C'est pas une question d'argent. Merci. C'est une question du respect de la loi. C'est une question du respect de la hiérarchie. Mais aussi, il faut dire que selon des sources dignes de foi, Toto s'est plongé dans plusieurs pratiques qui ne sont pas selon plusieurs sources dignes de foi, qui ne sont pas de nature à garder le crédit de la Commission électorale nationale indépendante. Et donc, il coopère avec des politiciens. Ah, mais c'est grave. Ce que vous dites est grave. Il faut le dire. Il coopère avec des politiciens. Est-ce que vous avez des preuves? Quand vous dites qu'il coopère avec le ministre. J'ai dit ce que je sais. J'ai dit selon des sources dignes de foi. Des câbles. En tout cas, il coopère avec des politiciens. Pour faire quoi? Il coopère avec des candidats. Dans quel but? Des candidats députés nationaux. Dans quel but? Des candidats députés provinciaux. Dans quel but? Ben, on dit qu'il promet. Il serait en train de promettre déjà la députation nationale. Il promettrait déjà à ses candidats de réagir. Allez-y un peu, je n'ai pas fini. Non, mais quand même. Donc, il s'est versé dans des pareilles pratiques. Ces pratiques qui, à la longue, pourraient remettre en cause la crédibilité du processus électoral. Et donc, une occasion pour interpeller les bureaux de la CENI, les membres de la plénière de la CENI, pour qu'ils puissent ouvrir l'œil et les bons sur ces messieurs qui risquent de remettre en cause la crédibilité du processus électoral qui, jusqu'ici, n'est pas encore entaché. Selon les sources dignes de foi. Merci beaucoup. Je crois que bon, Siméon a ses sources, mais il faut dire la vérité aux gens. La CENI aujourd'hui revêt un caractère très délicat aux yeux de l'opinion publique. Je pense qu'à la limite du possible, quand arrivent des sanctions de ce genre-là, la CENI fait le travail de communiquer en premier. Vous avez 2 minutes. Oui, pour éviter que justement les gens interprètent à gauche et à droite. Mais l'opinion doit retenir que ce n'est pas parce que la CENI
gère un mécanisme politique que la loi doit se taire. En tant que président, le règlement lui donne la possibilité, la même mise de pouvoir réglementer, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, le secrétaire général, le secrétaire exécutif peut être une plaque tournante importante. Mais c'est lui qui répond aux actes de la CENI. C'est le président. Quand vient les moments de débandade, c'est généralement des gens qu'on épargne et que tout retombe sur la tête du président. C'est aussi le secrétaire exécutif qui se présente devant la Cour constitutionnelle pour défendre la CENI. Vous parlez du contentieux. Oui, mais c'est vous, j'ai dit, l'administration, c'est lui. L'administration, c'est lui. Et alors? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire ici, quand vient des moments de débandade, quand vient des moments de représailles, il répond. C'est pas lui. Mais on a l'impression comment combat de coq, là. Qu'est-ce qui va pas? Ça peut être un combat de coq. Regardez, je vous ai dit qu'on est dans un contexte très délicat. Au-delà des éléments que Simon a évoqués ici, le problème il voulait imposer un candidat qui a été frappé, non pas par Denis Kadima, mais par la règle des jeux. Pour lui, c'était une forme de représailles. Le fait qu'il est secrétaire exécutif... Un candidat, tu restes son frère. On peut rien lui refuser. Vous voyez, à cette dimension-là, moi, je pense que je dois tirer l'attention plutôt de l'opinion. Parce qu'on est dans une... Ça sonne mal. C'est ça le problème. Ça discrédite même l'image. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Attendez, vous allez... Permettez-moi de finir, vous allez parler. Quand vous dites ça sonne mal, c'est justement là où j'arrive au niveau de l'opinion. Parce que l'opinion doit savoir que, malgré le fait qu'il gère le processus électoral, c'est une structure qui a de règles et de jeu. Et la régularité, la sérénité dans l'exercice de leur mandat revient aussi dans la possibilité de ces bureaux de pouvoir sanctionner ceux qui sont en dehors du cadre. Donc il ne faudra pas à chaque fois qu'on sanctionne quelqu'un, on a l'impression que non, c'est un règlement. Donc vous voulez dire que le président Kadima a voulu préserver la dignité de la CENI? C'est dans ses attributions. C'est dans ses prérogatives. C'est-à-dire qu'il a le droit, quand il y a un membre qui s'écarte, que quelqu'un vienne contredire pour dire que non, il a fait dans un cadre non réglementaire, on est d'accord. C'est là où il faudra que l'opinion soit préparée à ces gens. C'est une structure qui a de règles, mais seulement en interne aussi. Je crois que je vais dire à Siméon, la période est très délicate. La cohésion faudra pas exposer les dissensions internes. Vraiment. C'est là où je voulais aussi... Il ne faudra pas exposer les dissensions internes. Je crois aussi que c'est peut-être un type frustré, c'est logique. Et dans son devoir, dans son leadership, en tant que chef de corps, le président Denis Kadima a l'obligation de pouvoir parfois anticiper et comprendre et résoudre le problème d'une autre manière. Utiliser une bonne politique. Il ne faudra pas qu'on prenne cette histoire-là, il ne faudra pas ériger ce type-là en protagoniste de Denis Kadima. Il ne fait pas le poids, il ne le fera pas. Donc en gros, il a exercé son pouvoir, mais dans son management, il a l'obligation de pouvoir gérer pour que ces genres de problèmes n'éternisent pas l'image. C'est là où je crois qu'il va le faire. C'est là où j'étais en train d'arriver pour dire. C'est là où j'étais en train d'arriver pour dire face à l'opinion. Je crois qu'à tout moment, quand on bave, on a toujours tendance à mettre l'opinion avant les balles. Donc cette opinion-là est intelligente aussi. Elle doit comprendre. C'est une structure d'appui à la démocratie qui a des règles et lois qui régissent ces dernières. Et donc, aujourd'hui, qui que vous soyez... Fierté. Mais moi, je me situe ici à la place de la population, à la place de l'opinion publique, qui voit ces spectacles désolants entre le président et le secrétaire, et puis les révélations faites par Isako. Ça donne... Non, attendez. On va se poser des questions de la crédibilité même de... Non, attendez, parce que quand Isako affirme qu'il y a des sources dignes des fois, que le secrétaire exécutif est en train de coopérer avec les politiques en les promettant des sièges, c'est très délicat. Ça veut dire voilà pourquoi j'ai dit, c'est très délicat et cela n'affecterait à jamais la crédibilité de la CENI. Pourquoi ? Parce que cette grande machine qui est régie par les lois et règles, le numéro 1 a senti l'odeur de ses bévues. Il a sanctionné. C'est ce que l'on doit faire par quelqu'un qui gère une telle structure. Je veux dire que les choses qui se font, ce n'est pas seulement ici au Congo. L'opinion doit comprendre que les bévues se font partout. Et la sanction existe parce que cette structure est réglementée. Surtout que la corruption est dans l'ADN de Congolais. Et aujourd'hui, il y a, écoutez, surtout ce que Isako a dit tout à l'heure, il dit qu'il serait en train de collaborer avec des politiciens.
Ça veut dire qu'il c'est quelqu'un qu'il faut mettre hors d'état de nuire maintenant. J'aurais entendu, moi aussi également, qu'il y aurait, entre guillemets, un système qui s'appelait encodage. Ça veut dire que vous, candidat, vous voyez un technicien de la CENI, il prend votre numéro qui vous sera donné, il vous code, mais finalement, quand les autres gens voteront peut-être pour Mike, et ça passe chez toi, tu atteins le seuil, tu es élu. C'est possible. Je peux vous dire que ça, c'est une fausseté. Ça n'arrivera pas. Mathématiquement, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Je les ai entendus, j'ai dit, qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? La sanction, elle est méritoire. Si le monsieur se comporte mal, il doit être mis au état de nuire. Peut-être que c'est une sanction de mise en garde avant qu'on termine. Attendez, Joseph. Je voudrais ici, moi j'analyse la question avec froideur. Parce qu'apparemment, nous reposons tous sur l'hypothèse que Issa a donné. Mais d'autres langues, d'autres versions parlent de l'argent, d'une somme d'argent qui avait été décaissée. On parle d'1 million à 2 millions de dollars. Décaissé par qui? En termes de fonctionnement, frais de fonctionnement de la CENI. Ce qui aurait posé problème entre les deux personnalités. Les frais de fonctionnement ce qui aurait posé problème. Je mets au conditionnel. Qui aurait posé problème entre les deux personnalités. Provoquer des dissensions. Mais je voudrais aussi que pour question d'éthique et de la crédibilité de la CENI, ça n'aura pas été intéressant que cette question soit mise sur la place publique. Et surtout, c'est la question qu'il faut se poser, qui a mis la question sur la place publique. Lorsque Siméon insiste que des sources c'est lui qui a mis l'affaire à la place publique. Des sources dignes de foi auraient trouvé dans le chef du secrétaire exécutif national quelqu'un qui coopère avec les politiques. Non, s'il vous plaît. Pendant que nous savons que la même CENI fait encore l'objet aujourd'hui de controverses, de contestations, nous ne devons pas encore plus allumer le feu. Mais je sais que c'est une question que l'on devra prendre avec beaucoup de pincettes. Question d'éthique dans le chef du secrétaire exécutif national de la CENI, question d'argent, mais je sais qu'il y a quelque chose qui louche entre les deux. Mais nous ne devons pas encore jeter beaucoup de discrédit sur l'institution CENI qui nous organise les élections, les bons que nous attendons, au lieu que nous l'enfonçons encore davantage. En tout cas, moi je crois qu'on doit le dire clairement. Qu'est-ce qui se trouve au fond? Rien n'est louche, rien ne se trouve au fond dans cette affaire. Rien n'oppose le secrétaire exécutif national au président Denis Kadima. Si ce n'est que le respect des règles. Le respect des règles. Je l'ai bien dit sur ces plateaux. Le secrétaire exécutif national se croit tout permis. Il donne des injonctions à quiconque. Je vais même plus loin pour dire qu'il manque du respect même à certaines autorités de la CENI. Il faut le dire comme ça clairement. Donc il se croit tout permis. Donc il a un problème d'éthique. Il a un problème d'éthique. Au-delà du fait que il a aligné son frère qui ne répondait pas à la loi, qui était frappé par la loi. Il le sait, mais il voulait à tout prix à ce que son frère soit aligné. Et lorsqu'il a été mis à l'écart conformément à la loi, ça a suscité sa colère. Au-delà de son frère, il a encore aligné sa femme. Sa femme est candidate. On doit le dire comme ça. Sa femme est candidate. Il y a un problème de morale qui se pose. Sa femme est candidate. Ça veut dire qu'il est préparé peut-être, je peux le dire comme ça, à avoir ses députés à lui, à avoir ses gens à lui. Et face à ça, s'il rencontre quelqu'un qui lui oppose la loi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier tel qu'il est en train de le faire. Il va utiliser les médias pour diaboliser la personne. Donc, et malheureusement, malheureusement, la personne a diabolisé, c'est Denis Kadima. C'est lui qui a mis l'affaire à la place publique, parce que moi, j'ai appris que la correspondance lui a été donnée à main propre. Et il a décidé de mettre la correspondance lui a été donnée à main propre le lundi soir, à main propre, de sorte que ça ne fuite pas. Mais quand on te donne un document à main propre, ça veut dire qu'on n'est pas passé par tes services, on souhaite à ce que ça ne fuite pas. Comment ça fuitait? Voilà. Donc c'est toi. Donc après que tu t'es mal organisé pour que le document victimiser et pour tirer aussi la file à tout le monde d'être de ton côté. C'est dans quelle intention?
Mais y a Donc une il va dimension. tirer les droits de son côté après qu'il ait mal agi. Merci. Après qu'il ait refusé Mais en tant que d'appliquer police, la décision de la hiérarchie. mais en tant que Il ne s'agit police- pas d'une question d'argent. Attends, mais en Il tant que s'agit police- simplement Oui. du fait qu'il a refusé d'obéir à la hiérarchie. La frustration de règles. quelqu'un qui a été conduit à violer le règle interne. Très bien. Mais Merci. au-delà de ça, moi j'ai un parallélisme. Quand on connaît Non, non, on l'expertise est à la de fin, ce hein. type-là, On termine. avec les organismes internationaux, il faut faire attention avec le sabotage du processus électoral. Alors, Très bien. moi, je dis, en tant que police de débat, le secrétaire général exécutif de la CENI bénéficie de la présomption du non-sens jusqu'à ce jour. Si, voilà, en interne, les faits sont établis, mais sur la place publique, on n'a pas à affirmer les choses. Ben, on n'est pas, nous ne sommes pas à l'interne. Nous sommes Et à donc s'il a l'élection. été Nous sommes déjà à sanctionné, l'externe. s'il a été sanctionné en interne, ça veut dire que Nous sommes il y a déjà à des l'externe, faits voilà. qui ont été établis Qui et sont au regard, sacrés. au La regard CENI de a fait la un loi. effort de garder les choses Voilà. en interne. En interne. Il a décidé de les mettre à la place À la publique. place- et nous, nous sommes sur la Il est- place- nous Les sommes faits sur la sont place sacrés publique. Ben, devant on lesquels récupère on le sait L'historien rien. du présent, on s'incline sur le fait. On récupère le fait, on analyse, Merci, voilà, on de avance. merci de m'avoir récupéré, vous tous. Mesdames et messieurs, ça n'a donc fini avec cette émission aujourd'hui, Presse Club, qui avait le plaisir de recevoir Simon Isako, qui a souffert pour arriver dans ce studio. Il était dans les embouteillages, mais il a tenu à vous honorer, vous, les téléspectateurs. Monsieur, merci Isako. Merci. Je dois dire, même en 10 secondes, que les bureaux de la CENI devraient faire attention à de pareilles personnes parce qu'ils risquent de remettre en cause le processus électoral, la crédibilité du processus. En tout cas, nous devons nous battre sur ça parce que, il faut le constater, jusqu'à ce stade, la communauté internationale n'a pipé mot parce qu'ils ont confiance à l'équipe de la CENI. Très bien. Ils ont réalisé que L'ambassadeur cette équipe, britannique d'ailleurs a salué les efforts de la CENI. évidemment, Je crois que cette sanction est une mise en garde par principe de parallélisme de forme. C'est lui qui l'a nommé, c'est Denis Kadima. S'il continue, peut-être il y a d'autres sanctions. Il y a d'autres et donc les bureaux devraient se réunir ensemble avec la plénière. Et sa s'il y révocation a- n'empiéterait en rien la démarche de la CENI et le processus électoral. Sanctionné pour 15 jours seulement. oui. C'est une mise en garde, une forme de mise en Mais garde. il faut vraiment veiller sur On lui va parce voir qu'il après risque de 15 remettre jours, en qu'est-ce cause qui va se passer, la crédibilité Isako. du processus. Après 15 jours, qu'est-ce qu'Isako va tweeter, on va attendre. Allez, merci beaucoup à Joseph Kamanga Merci et beaucoup, Joël cher Indépendant Kespa. d'avoir accepté d'être avec nous. Merci. Merci à Fierté Dinanga qui vient d'être nommé porte-parole de l'ASBEL Vision Fachi. Félicitations, monsieur. Merci. Merci à Gardi Diane, toujours percutant dans ses analyses, avec ses lunettes qui ressemblent à un étudiant français. Merci beaucoup, Gardi. Merci, content de retrouver les amis. Merci surtout pour l'invitation. Mesdames et messieurs, au revoir. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.